Bien alors, bonjour, bon jeudi midi, bienvenue. Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques ici à La Vie agricole pour l'Institut Jean Garon également. Mes collègues Yannick Petelli, éditeur de La Vie agricole, et Guy Duval, celui qui fait la revue de presse quotidienne avec nous, sont en attente bien sûr de nous présenter leur contenu. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Sérony, il est agroéconomiste. Vous ferez connaissance avec M. Sérony dans un petit instant. Yannick est là bien sûr, comme panéliste invité aujourd'hui ou co-animateur. L'Institut Jean Garon nous prête un de ses coprésidents. Michel Saint-Pierre sera avec nous au cours de l'émission de ce jour. D'abord, directement du grand studio de La Vie agricole, retrouvons Guy Duval, prêt à nous livrer l'actualité. Guy, la revue de presse est prête ce midi? Oui. Très bien, mon ami. On est prêt. On est prêt. Alors, allons-y, Guy, on écoute. Alors, voici d'abord et avant toute chose, bien sûr, notre chronomètre à l'écran. C'est parti pour 5 minutes, Guy. Les néonicotinoïdes est à l'honneur, c'est ce qu'il me restait à dire. Oui, c'est ça. Justement, en France, on va réintroduire les néonicotinoïdes. D'ailleurs, je suis content d'avoir des spécialistes tels Michel Saint-Pierre ou est-ce que l'Institut Jean Garon a fait des représentations sur les pesticides au gouvernement et M. Sérony qui est en France. Alors oui, c'est un puceron qui fait que ça cause la maladie de la jaunisse des betteraves. Qu'est-ce que c'est? La filière betterave à sucre en France, c'est une grosse filière. Ça emploie 46 000 personnes. Et puis, les néonicotinoïdes, ben, ça tue les abeilles. Puis, actuellement, il n'y a pas de produit naturel qui est capable de tuer puis de remplacer l'insecticide. Alors, malgré qu'on a passé une loi en 2018. On débat présentement à l'Assemblée nationale pour permettre la réintroduction temporaire, c'est-à-dire sur une période de 3 ans renouvelable, des néonicotinoïdes en arrobage de semences pour la betterave, pour protéger les rendements sucriers en France. Parce qu'on parle cette année des rendements les plus bas depuis les 15 dernières années. Parce que la filière betterave est en danger, c'est l'une des mieux organisées de l'agriculture française. Pour vous faire un exemple, en France, c'est le premier producteur européen de sucre et de biométhanol en Europe et le deuxième mondial. Alors, le gouvernement français est favorable à l'arrêt des néonicotinoïdes et favorable à la transition agroécologique. Mais cela peut être fait au prix de tuer une filière française pour importer des sucres polonais, allemands et belges. Et il y a une menace aussi qui vient du Brésil, dont la hausse de production a augmenté de 18,5 %, puis la monnaie brésilienne a baissé de 30 %. Alors, ce qu'ils craignent, c'est que justement qu'il y ait les produits brésiliens qui rentrent en France. Et ce projet de loi-là, qu'ils sont en train de débattre actuellement, est réservé à la filière betterave et ne devrait pas être étendu à d'autres produits. Par contre, ou d'autres cultures. Et par contre, le maïs actuellement lève la main pour justement avoir les mêmes privilèges que les betteraves. Alors, justement, Guy, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Ça fait partie des questions qu'on veut poser à Jean-Marie Sérony. C'est un sujet important actuellement. On va référer même à ce qu'a dit le ministre français au cours de l'entrevue tout à l'heure. Et on va pouvoir donc aussi faire intervenir peut-être Michel Saint-Pierre, qui a peut-être aussi certainement une idée sur la situation en France versus ce qu'elle est au Québec. On sait qu'au Québec, Mme Mélenchon, lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, avait fait un gros show, une grosse conférence de presse pour annuler les néonicotinoïdes. C'est encore le cas actuellement au Québec. En France, le débat se fait et on va en parler très rapidement avec Jean-Marie Sérony. Ben, nous y voici, messieurs. Alors, ça semble prêt. Monsieur Duval, est-ce qu'on avait complété la revue de presse pour aujourd'hui? Oui. Les comment tu l'as pratiqué? Hein? Je l'ai pratiqué chez nous hier soir. Et ça donne? Néonicotinoïdes. Oh, bravo, c'est un A+ sur le cahier Canada, Guy. Bravo, ça m'a pris félicitations. un peu de temps. On ne prendra pas trop de temps, il nous reste encore au moins 25 minutes d'émission.
pour refaire la rencontre de Jean-Marie Séroni. Yannick, tout est prêt, les questions sont prêtes, il ne reste plus qu'à accueillir notre invité. Oui, Eric, la première question. Bonjour Jean-Marie Séroni, on est très heureux de vous retrouver. Vous êtes venu participer à nos émissions quotidiennes qu'on a lancées en tout début de confinement au mois de mars. On a roulé ça pendant 3 mois, on était très heureux de vous avoir eu. Quand on vous a dit qu'on repartait ça à l'automne, on est bien content de vous avoir, mais on ne savait pas qu'on serait à nouveau en confinement, et ici et chez vous. Alors, il y a des liens qui vont se faire entre nous, parce que vous allez nous parler du confinement en France versus le confinement ici. Mais avant de rentrer dans le Covid-19, pour rebondir sur la revue de presse de Guy, effectivement, les néonicotinoïdes, c'est un débat actuellement en France. Et ce que j'aimerais soulever, c'est que dans le Twitter de Julien Denormandie, qui est le ministre de l'Agriculture en France actuellement, le nouveau ministre depuis quelques mois, il a tweeté cette semaine: faux, il n'y a pas d'alternative et le bio est touché. La transition agroécologique, ce n'est pas tuer une filière puis importer du sucre de pays aux normes environnementales moins disantes. La recherche prend du temps. Or, le courage en politique, c'est d'affronter le temps. J'aimerais savoir, vous, en tant qu'agroéconomiste, vous vous situez où par rapport à ce débat en France? Alors, moi, je pense que la décision qu'a pris le ministre, je pense que c'est la bonne décision. C'est la décision qu'il fallait prendre. Sur cette question des néonicotinoïdes, peut-être pas eu de travaux de recherche suffisantes depuis 2 ou 3 ans, ou du moins avec suffisamment d'accélération pour régler le problème. Bon, vous savez à peu près ce que c'est que le néonicotinoïde, hein, c'est un neurotoxique, hein, c'est une substance qui est donc le puceron ingère et qui bloque la transmission du signal nerveux dans les synapses des cellules. Hein, ça prend la place de l'acétylcholine. Et donc, l'insecte est désorienté. Alors, c'est accusé de poser des problèmes sur les abeilles et sur d'autres insectes, et peut-être d'autres êtres vivants, même si on a à peu près la certitude que ce n'est pas dangereux pour l'homme. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Pour autant, les solutions alternatives, aujourd'hui, ne sont pas véritablement efficaces. Et là, je crois que c'est vrai. On a d'autres traitements que les traitements de semences, hein, sachant que les nicotinoïdes, bon, il y en a plusieurs, hein, c'est une famille, mais se mettent en enrobage de la semence, donc ils sont très simples d'emploi. Le problème, c'est qu'ils sont préventifs, ils sont gênés. On en met même s'il n'y a pas de pucerons, puisque c'est mis au moment du semis, alors qu'il y a d'autres traitements qui peuvent se faire une fois que les pucerons sont arrivés et qui sont beaucoup moins efficaces, plus chers et vraisemblablement plus dangereux pour l'environnement. Mais ça ramène, Jean-Marie Séroni, le débat en fait sur le fait que les décideurs ont fait le choix à un moment donné d'abolir en fait cette substance, mais en fait se rendre compte dans la pratique que ça nuit à une filière importante puisqu'elle représente 46 000 emplois. Donc finalement, on a placé des lois, mais qu'on a passé comme trop rapidement parce qu'on n'était pas prêt. C'est ça que ça veut dire en fait, à peu près? Voilà. Vous savez que pour les Chinois, l'idéogramme chinois qui signifie la France, c'est le pays des lois. Les Chinois ils appellent le pays des lois. On a tendance à faire des lois pour tout et n'importe quoi. Et en Europe, on est le seul pays à avoir interdit les néonicotinoïdes par la loi. La plupart des autres pays l'ont fait par le règlement, ce qui leur a permis rapidement de corriger le tir quand il y a eu les infestations au début de saison, même l'année dernière. Donc nous, on l'a fait par la loi. Il a fallu, et donc il faut refaire une loi. Donc tout le débat au Parlement et qui ravive plein de choses, qui plus est à 18 mois d'une élection présidentielle, après des élections municipales qui ont vu une victoire importante dans des grandes villes des écologistes. Donc, il y a un contexte très compliqué qui dépasse bien la question technique et très complexe des néonicotinoïdes. Je pense personnellement qu'on n'aurait jamais dû passer par la loi. C'est le règlement. Alors justement, vous m'amenez sur le terrain des écologistes. Alors avant de parler du Covid-19, on va parler des écologistes parce qu'il y a aussi quelque chose qui était surprenant. J'ai fait ma petite revue de presse française ces dernières semaines. Puis effectivement, oui, j'ai suivi les municipales où les écologistes ont fait des très bons points et puis c'est très bien en soi.
Mais là, on voit qu'il y a même une guerre entre écologistes parce qu'il y a même des écologistes qui, après avoir pris le pouvoir, ont eu des ambitions un peu étranges. Moi, je lisais dans Le Soleil, le journal, un des journaux d'information du Québec, ce week-end, où on disait, en fait, dans Le Soleil, en fait, on disait, le président Charles Vaillancourt de l'Association des producteurs d'arbres et de Noël du Québec disait en raison de la Covid-19, que justement, il y aurait plus d'arbres achetés localement, plus d'arbres bio. Donc, en fait, il voyait même une augmentation des ventes d'arbres de Noël en disant qu'il y aura moins de rassemblements. Donc, les rassemblements vont être plus petits, donc ça va amener les gens à acheter plus d'arbres. En France, c'est pas ça, parce que le maire de Bordeaux est sorti en disant qu'il ne fallait pas tuer les arbres. Donc, il ne fallait plus mettre de sapin de Noël dans la ville. Et là, on a même vu après sortir des écologistes en vue, comme Ségolène Royal, qui semblaient dire que certains écologistes vont tuer l'écologie. Est-ce que la France est tombée sur la tête ou quoi? Alors, la France, je ne pense pas. Le nouveau maire de Bordeaux, je suis bordelais, moi, d'origine. Je suis né à Bordeaux, j'ai passé toute ma jeunesse et mon enfance jusqu'à une vingtaine d'années. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, je ne le connais pas, ce monsieur. Je n'en avais jamais entendu parler, mais je m'excuse, je vais être un peu vulgaire, mais il a sorti un ramassis de conneries, quoi. Un ramassis de conneries. Et j'ai écouté 2 fois, mais c'est un monument, hein. Non pas ce monsieur, mais ce qu'il dit. Il dit qu'on ne va pas revégétaliser avec des arbres morts. Les arbres de Noël, ça n'a jamais été fait pour revégétaliser. Et puis, il ne sait pas que les arbres de Noël, c'est une culture. On plante des sapins ou parfois des épicéas spécialement pour en faire des cultures. Il n'a jamais vu ça. Il n'est peut-être jamais sorti de la place Péberlan. C'est la place sur laquelle il y a la mairie à Bordeaux. C'est assez sidérant, quoi. Alors, il y a une écologiste assez virulente, une journaliste, Isabelle Saporta, qui a dit sur une chaîne on est vraiment mal barrés, les écologistes, et puis c'est la femme de Yannick Jadot, par ailleurs dans le privé. Elle dit si nous sortent une connerie par jour, on est mal parti. Mais je crois qu'elle avait raison. Là, pendant un point, il y a eu un festival. Il y en a d'autres qui ne voulaient pas voir le Tour de France passer chez eux parce que c'est le vélo, enfin, non pas tellement le vélo, mais la caravane publicitaire. Voilà. Donc, ils ont essayé, je crois que tous les nouveaux maires ont essayé d'avoir des marqueurs puissants. Donc, il y a des maires écologistes qui ont mis des marqueurs sociaux, qui ont mis en place. Et puis, lui, je ne sais pas, il s'est pris avec l'histoire du sapin de Noël. C'est vraiment une grosse connerie, quoi. Enfin, ça ne veut rien dire. Et en fait, pour parler encore des écologistes français, puisqu'on vous a, il y a eu aussi une entrevue récemment de Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique, qui est une écologiste importante, en fait, avant de rejoindre le groupe En Marche de Macron, qui, elle, dans l'entrevue avec Bourdin, marchait un peu sur des œufs parce qu'en fait, elle voulait garder son image d'écologiste, mais en même temps, elle était ministre. La transition, elle se fait, mais à un rythme plus lent que ce que les écologistes voudraient. Toutefois, la semaine dernière, elle a quand même annoncé des mesures, bientôt la fin des animaux sauvages dans les cirques, bientôt la fin des aquariums. Est-ce que le paysage français va changer à ce point? Et est-ce que c'est une bonne chose, en fait? Alors, d'abord, je pense qu'il faut saluer, enfin, personnellement, je tiens à saluer le courage de Madame Pompili concernant les néonicotinoïdes. Parce que ministre de la Biodiversité, il y a 3 ou 4 ans, elle avait porté ce projet de loi. Et donc là, elle a reconnu qu'il fallait faire marche en arrière, ou du moins marquer une étape, parce que je rappelle qu'on n'a pas réautorisé les néonicotinoïdes. Hein. Le projet de loi qui a été voté ce matin, en première lecture à l'Assemblée, donne une dérogation d'1 an renouvelable 2 fois, donc pour 3 ans. Donc on ne les réautorise pas, hein, on donne un petit délai supplémentaire. Mais je trouve que c'est politiquement courageux de dire il faut, on est allé trop vite, ou du moins les chercheurs, les travaux ne sont pas allés assez vite, on n'a pas de solution, donc on est pragmatique et c'est pas un recul, mais il faut avancer à la vitesse des compromis. Après, la question des animaux de cirque et puis tout ce qu'elle a annoncé, là, la fermeture des élevages de visons, il y en a 4 en France, élevages de visons. Hein. Apparemment, il y en a 4. Et les animaux de cirque, ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'il y en avait 500, les fauves. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un nouveau dispositif en France qui a été adopté, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, qu'on appelle le RIP, le référendum d'initiative partagée. Mmh. C'est-à-dire que on peut soumettre un référendum, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que le président de la République qui pouvait lancer un référendum.
on peut lancer un référendum dès lors que 180 parlementaires sur 800 qu'il y en a en France, au Sénat et à l'Assemblée, dans les deux chambres, 180 parlementaires proposent ce référendum et que 4,7 millions d'électeurs signent pour demander ce référendum. Et donc là, au début de l'été, il y a un RIP qui a été lancé sur le statut animal, qui comporte 5 dispositions, dont une sur justement les animaux de cirque, une sur les animaux à fourrure, une sur la chasse à courre et 2 concernant l'élevage intensif et les animaux en cage. Et ce RIP est soutenu notamment par des investisseurs des biotechnologies, du numérique, pardon, qui ont par ailleurs investi dans les viandes artificielles. Donc, qui sont les Xavier Niel de ce monde qui ont investi dans les nouveaux paysans, etc. Voilà. Et donc, derrière ça, il y a toute une espèce de, comment dire, non pas de vague, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais il y a toute une ébullition derrière cette question-là. Et il y a un groupe qui sont des dissidents d'En Marche, notamment dans un des plus en vue, c'est Cédric Villani, le grand mathématicien français, qui ont quitté En Marche. Et ce groupe a déposé un projet de loi qui reprend un peu ces questions, pour prendre un peu tout le monde de vitesse et faire parler de lui. Et donc, j'imagine, là, c'est une interprétation personnelle, que ce que fait Mme Pompili, c'est un peu une espèce de surenchère, de course de vitesse, de course à l'échalote, comme on dit chez nous, entre ces différents éléments. Et elle a choisi 2 dispositions qui sont vraies, lâcher 40 millions de poulets, et je crois qu'il faudrait 100 000 hectares pour mettre les cochons. Et nos grands-parents mettaient les cochons, ils n'étaient pas dehors, ils étaient dans une… Oui, d'ailleurs, il y a eu une tentative de mettre des lapins dehors il y a 2 semaines en France, ils sont tous morts dans la nuit. Voilà, les lapins, ils sont dans des clapiers, ils ne courent pas dehors, quoi. Enfin, on a besoin de… Je crois que Yannick, dans le petit message que tu m'avais mis, c'était en gros, est-ce que les Français sont tombés sur la tête ? Il faut éviter, quoi. Les Gaulois, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, mais nous ne mettons pas la tête nous-mêmes par terre, quoi. Alors, Jean-Marc Sironi, on va profiter qu'on a Michel Saint-Pierre avec nous également, parce que j'aimerais ça qu'on pourrait nous parler de la situation du Covid-19 aussi en France, le confinement qui revient, de même que le confinement qui revient au Québec. Mais je pense que c'est intéressant d'échanger aussi avec Michel Saint-Pierre, notamment sur la question des néonicotinoïdes, à savoir quelle est la position de l'Institut par rapport à cette réflexion en France qui dit finalement, on a besoin de sauver une filière, on les réimplante. Est-ce qu'on serait prêt à faire ça au Québec? Oui, effectivement. Merci, Yannick. Et content de vous revoir, M. Sironi. Alors, ça nous amène… D'abord, vous avez ouvert beaucoup de sujets. J'aurais aimé ça dire quelque chose, au moins sur une des choses. Les arbres de Noël, effectivement, ça pousse. Ici, c'est une culture agricole. Et il y a même un des grands producteurs qui a gagné la médaille d'argent du mérite agricole. Vous en avez un, vous aussi, mérite agricole. Alors, ici… donc, la question ne se pose pas. Ça prend un peu plus de temps que des betteraves sucrières, mais il reste que ça pousse quand même. Mais c'est une belle production. La question des néonicotinoïdes, on a regardé un peu dans le mémoire de fait. Il y a eu une commission parlementaire sur les pesticides en général. La question, je pense d'abord, c'est un insecticide qui est d'une grande famille. C'est la plus grande famille, je pense, des insecticides qui existent sur le marché. Le problème est souvent l'absence d'alternatives. Par contre, dans le cas du maïs grain qui a été largement utilisé, le semence étant enrobé, il y a eu un règlement justement pour restreindre ou empêcher cette chose-là. Il y a eu évidemment des cas d'exception qui ont été acceptés, mais en général, le maïs grain aujourd'hui est semé sans néonicotinoïdes, sans enrobage. Peut-être que Yann pourrait me corriger si je fais erreur de ce côté-là, mais l'idée du règlement, c'était de l'exclure. Les commentaires entendus sont que ça n'a pas changé grand-chose au niveau des rendements. Des commentaires relativement positifs. Donc, je pense que plusieurs des producteurs importants de maïs grain ont dit simplement, on n'a rien perdu avec ça. Peut-être qu'une année particulière, ça pourrait être le cas, comme vous vivez actuellement sur la question de la betterave sucrière. Mais dans le cas présent,
on a tourné la page. Est-ce qu'au Québec, Michel ou Yann, c'est inscrit, comme disait Jean-Marie Sironi, aussi dans la loi, ou on y est allé par règlement et on aurait plus de souplesse pour réintroduire les nicotinoïdes au besoin? C'est toujours la même chose. Il faut presque éviter de faire adopter des lois comme ça pour baliser des situations qui peuvent très bien se faire à l'intérieur des règlements de chacun il y a tellement de lois, de toute façon. Là, on parle de la loi sur l'environnement, par exemple, qui peut être utilisée avec une réglementation et c'est beaucoup plus souple. Ça évite justement de se retrouver dans une sorte d'impasse comme vous vivez actuellement. Mais c'était une erreur de faire des lois, et vous l'avez dit vous-même, c'est le pays des lois et on en fait pour tout et pour rien. Puis, c'est comme si les gens se régalent de lois qu'on fait. Là. Mais la loi, c'est toujours une restriction aussi. Hein? Faut pas oublier ça. C'est que quand on légifère, on empêche toujours quelqu'un de faire quelque chose. Il faut y aller de façon très prudente sur ce plan-là. Disons que c'est un point de vue personnel, mais quand j'étais au ministère de l'Agriculture, j'évitais de faire adopter des lois justement pour cette raison-là, parce qu'il faut vivre avec et c'est très, très difficile d'arriver par la suite, d'une part devant l'Assemblée nationale, mais aussi devant les citoyens, de dire on change une loi, donc on réintroduit quelque chose. Les citoyens sont perdus dans cette situation-là. Je pense que c'est le cas un peu que vous vivez là-bas aussi. Hein? Oui, là-bas, c'est chez nous, là, autrefois. Là. Oui. Yann Turmin, une question pour M. Sironi? Pas pour l'instant. Il abordait beaucoup de sujets là, qui prendraient beaucoup plus qu'une qu'une réunion, là, notamment toute la production animale, les cages, le lapin qui m'intéresse beaucoup, qui est un débat assez virulent un peu partout dans le monde occidental. Je vais réserver mes questions pour d'autres journées. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5-6 minutes. 8 minutes, exactement, me dit la régie. Parce que moi, j'avais une question. D'abord, je regardais votre blog, M. Sironi, puis à un moment donné, vous dites, et je pense que c'est un constat assez important, la diversité de performance dans l'agriculture est probablement le plus grand problème qu'on vit. Je partage cette chose-là, mais est-ce que ce n'est pas un problème qu'on cache régulièrement? Alors, on le constate, la communication pour Internet aujourd'hui n'est peut-être pas ce qu'on a obtenu de meilleur dans les circonstances. Malheureusement, pour la communication avec M. Sironi aujourd'hui, on devrait y mettre fin. Mais certaines discussions étaient déjà bien amorcées. C'était presque un coït interrompu pour M. Saint-Pierre et Turmine, qu'on va rejoindre tout de suite en pleine discussion. Yann parlait des lapins. Yann Turmine. Oui, bien c'est sûr. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Cette problématique-là des animaux, ce que les consommateurs veulent, ce qu'on entend des environnementalistes, notamment justement comme le cas du lapin qui est élevé en cage et que les gens veulent nous faire sortir des cages, ça pose un problème. N'oublions pas que le lapin est un des animaux domestiques qui ont été domestiqués il y a plusieurs milliers d'années et quand il a été domestiqué, graduellement, il est rentré dans des cages. Facile à comprendre. D'abord, pourquoi? Parce qu'un lapin en liberté, quand tu veux le manger, il faut que tu cours après pour l'attraper, ce qui n'est pas évident. Vous pourrez vous essayer. L'autre chose aussi, c'est que malheureusement, la viande de lapin n'est pas appréciée que par les humains, mais les renards l'aiment beaucoup. Or, c'est pour ça qu'on l'a rentré en dedans, et ça, il y a plusieurs milliers d'années. Génétique faisant, sélection naturelle faisant, le lapin s'est adapté à ces conditions-là de domestication qui étaient dans une cage ou dans des petites maisons en bois enfermées et l'animal a évolué comme ça. Aujourd'hui, si on voulait essayer de le sortir de sa cage, de le remettre dans des parcs, l'animal est très stressé. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites dans ce sens-là. Ce qu'on observe, c'est des mortalités très, très élevées. Il y a certaines expériences jusqu'à 40 de mortalité, tout simplement parce que le lapin est tellement stressé à ne pas être enfermé qu'il en meurt. C'est un animal qui est très sensible au stress. Et ça va prendre possiblement des dizaines et des dizaines d'années de sélection intensive là, pour, revenir sur des milliers de sélections naturelles là, pour avoir des animaux performants qui vont être capables de vivre hors cage. Alors ça,
c'est des exemples que c'est pas si facile à faire. C'est la même chose pour les poules, c'est la même chose pour les poules qu'on a aujourd'hui sont très, très loin de la poule sauvage là, de l'avant de la domestication d'il y a quelques milliers d'années. Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est une histoire intéressante à raconter parce que ça nous ramène un peu à tout le phénomène de domestication des animaux qui sont devenus des animaux de ferme, bon, qui ont des fonctions. Bon, revenir en arrière, c'est pas impossible, mais comme tu mentionnais, Yann, ça peut exiger beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de sélection également, pour retrouver des géniteurs plus résistants. J'ai passé un petit bout de temps dans le domaine génétique, moi, là, et je sais qu'est-ce que c'est que la sélection génétique. Donc, c'est une science extrêmement complexe que celle-là. Et j'aurais aimé ça revenir sur un point, la question que je lui posais, parce que, dans le fond, ça vient de lui. Je lisais dans un de ses écrits ou dans un de ses blogs, qu'est-ce que c'était, qu'il disait que le plus grand problème de l'industrie, puis par l'agriculture en France, c'est la diversité de performances. Ça veut dire, dans le fond, en d'autres mots, les écarts de coûts de production dans une même production. Chose dont on parle peu ou presque jamais, c'est presque un tabou en fait. On ne veut pas trop savoir pourquoi il y a tant d'écarts entre des groupes de producteurs. Bien sûr qu'il y a des raisons qui s'expliquent par ce qu'on appelle économie d'échelle, oui. Mais les écarts sont beaucoup plus grands que ça. Et quand on fait des coûts de production moyens, on devrait arrêter pour comprendre pourquoi il y a tant d'écarts que ça. Il y a certainement des améliorations à apporter pour trouver un peu plus vers un coût moyen qui est beaucoup moins éclaté que ce qu'on a actuellement. Et en agriculture, dans beaucoup de productions, c'est ce qu'on observe. Bien sûr, quand les productions qui sont hyper spécialisées, comme le porc, c'est moins vrai. Là. C'est même plus vrai. Là. Les écarts sont beaucoup rétrécis. Pour ainsi dire, il y a un coût de production qui est quasiment moyen puis qui représente à peu près tout le monde. Mais dans beaucoup d'autres productions, ces écarts-là sont, moi je l'avais constaté dans le domaine de l'agneau à titre d'exemple, entre les performances de quelques producteurs, puis pas nécessairement les plus gros, et d'autres, c'était le jour et la nuit. Donc, quand on parle d'un secteur ou d'une agriculture au Québec, c'est pour nous aussi, comme notre ami disait, comme pour la France, une grande question existentielle. L'avenir de nos secteurs agricoles doit quand même reposer sur un bon questionnement. Pourquoi il y a tant d'écart et comment s'y rapprocher de ça? Bon, je pourrais en ajouter sur le fait qu'on a peut-être un petit peu abandonné au fil des ans le conseil technique qui visait justement à s'assurer que les gens le font de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, il existe encore au niveau de certaines productions bien structurées avec un secteur industriel fort, mais ce n'est pas le vrai partout. Là. Toi, tu l'as observé aussi. Oui, ben non, effectivement. Là, ça, c'était une question très intéressante. Là. J'aurais bien aimé entendre M. Cerroni là-dessus. Surtout qu'en Europe, c'est pas seulement les écarts à cause de la multitude des modèles en présence doit être assez spectaculaire parce que quand on parle d'une agriculture de montagne, d'une agriculture de plaine, le nord de la France versus les Pyrénées, là, il y a des modèles très différents. Or, je pense que ça aurait été très intéressant de savoir un peu de comprendre leur logique et tout ça, parce que effectivement, moi, j'ai toujours eu de la misère avec les fameuses moyennes, où c'est que tu avais de la moyenne et tu as un programme gouvernemental qui est monté sur une moyenne, mais tu as des écarts tellement grands. Et à un moment donné, ces écarts viennent à mettre en péril certains modèles. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des écarts qui peuvent être compréhensibles, mais il y a des écarts qui sont non compréhensibles. Mais de marcher sur des moyennes,
Non. C'est ça. Mais messieurs, comme vous le disiez tout à l'heure, comme Éric nous le disait, Jean-Marie Serroni, on l'a perdu. L'Internet a lâché en France à Bayeux. Il y a eu quelques soucis. Il nous a quittés en cours d'émission. Mais on va s'organiser en fait pour l'avoir à nouveau, un peu sur le modèle d'Étienne Fourmont qui, lui, va venir tous les 15 jours nous retrouver. Je ne sais pas si Jean-Marie Serroni aura de la disposition tout l'automne, tous les 15 jours. Mais assurément, on va essayer d'ici une quinzaine de jours de l'avoir à nouveau et on pourra approfondir justement avec lui toutes les questions que vous avez encore à lui poser sur cette diversité agricole française. Oui, en effet, c'est un invité, surtout quand on le suit, c'est un blogueur très, très actif. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'il peut mettre sur la table pour une bonne discussion. Oui, en très peu de temps, d'ailleurs, il a soulevé plein de points super, super intéressants. Puis, bon, l'intérêt de la France, comme Michel, tu l'as déjà dit, c'est une agriculture qui est beaucoup plus grosse qu'au Québec, même si le Québec est un grand pays, mais en France, l'agriculture française, c'est très vaste. Il y a beaucoup de modèles, agricoles qui sont présents. Contrairement à nous autres, il y a très peu de modèles agricoles au Québec. Là. Il n'y en a pas tant que ça comparativement à la France. Mais ils ont des expériences intéressantes qui seraient transposables, pas nécessairement à 100%, là, mais en tout cas, il peut avoir des bonnes idées. Puis je pense qu'on est actuellement je pense que le Québec est à la croisée des chemins. L'agriculture, c'est j'ai toujours considéré que c'est quelque chose de... On est, au point de vue économique, c'est très important au Québec, mais il faut être imaginatif. Il faut la renouveler, il faut être imaginatif. Puis des fois, c'est pas interdit de copier. Là. On copie les bonnes choses, puis on laisse les mauvaises. Tu sais, Yann, on a gardé l'impression que parce qu'on avait un grand pays très vaste, la France entrait 3 ou 4 fois dedans, je ne sais plus trop, on a oublié que la France est le principal pays agricole d'Europe. Ouais, avec une diversification incroyable de production du sud au nord. Ils sont beaucoup plus autosuffisants, bien sûr, parce qu'au sud, tu es dans le domaine presque des agrumes, de l'huile d'olive en Provence. Et le Nord ressemble davantage à nous ici. D'ailleurs, si on héritait des Bretons et des Normands, on fait la même chose qu'eux autres, du lait et du porc. C'était les deux principales productions là-bas. En passant, autosuffisance au Canada, historiquement, on n'est pas un pays autosuffisant. Ce n'est pas un concept, oui, de produire parce qu'on était pauvre de survie, oui, mais l'autosuffisance, là, c'est pas historiquement, là, vous n'avez rien qu'à regarder notre culture culinaire, là. Du carré aux dates, là, on ne parle pas d'autosuffisance. Du beurre de pinot, on ne parle pas d'autosuffisance. Du pain aux bananes, là, on ne parle pas d'autosuffisance. Et je ferai remarquer que ces 3 plats-là sont des grands classiques culinaires qui remontent à plusieurs décennies, là, et c'est vraiment de la cuisine urbaine, là. On ne voyait pas nécessairement dans les campagnes, mais en ville. Alors, c'est vrai. Les gens, historiquement, ici, quand il y avait à part de la survie, là, aussi que les gens cultivaient pour se nourrir, mais dès qu'ils produisaient pour l'extérieur de la ferme, c'était pas pour fournir Montréal ou Québec, c'était pour fournir l'Angleterre. Là. Messieurs, vous êtes très bavards ce midi, c'est très bien, mais on me fait signe en régie qu'on arrive au bout de nos 30 minutes. C'est très, très bien, mais gardez toutes ces questions en réserve parce que, comme je vous le dis, on va travailler fort, mais M. Serroni va être avec nous à nouveau cet automne, dans les prochaines semaines, certainement d'ici une quinzaine de jours. Merci beaucoup. Éric, c'est à toi. Ça fait plaisir. Passage ici aujourd'hui. Voilà pour notre quotidienne agricole et agroalimentaire. Merci aux panélistes aujourd'hui. Yann Turmine qui a participé à l'émission, Michel Saint-Pierre également. Tout le monde était à distance, COVID oblige et distanciation physique. Alors on le fait chacun de ses choix ou chacun de son studio. Malheureusement pour M. Serroni, la connexion Internet est un peu plus difficile, mais Yannick nous promet qu'il reviendra. Alors on aura l'occasion de compléter les quelques discussions amorcées aujourd'hui ce midi avec M. Serroni. Yann Turmine, Michel Saint-Pierre, Guy Duval était là pour la revue de presse également, Yannick Petelli, l'éditeur de La Vie agricole. Je suis Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour l'Institut Jean Garon et La Vie agricole. Merci d'avoir écouté, regardé notre émission ou écouté à la radio, c'est selon. Certains ont choisi également cette façon sur la 88.7 dans le Grand Port-Neuf. Voilà nos 30 minutes complétées. Au plaisir.